Chapitre numéro 7 de SES: Comment expliquer l'engagement politique dans les sociétés démocratiques? L'engagement politique, c'est l'ensemble des formes d'activités politiques destinées à conquérir ou à exercer une influence sur le pouvoir politique. Partie numéro 1: Comment et pourquoi les individus s'engagent-ils? Vous montrerez qu'est-ce que l'engagement politique. On distingue 4 manières de s'engager politiquement: le vote, le militantisme, l'engagement politique et la consommation engagée. Le vote, c'est la manière la plus commune de s'engager, on doit distinguer le militant du simple adhérent. Le militantisme, c'est l'engagement dans un parti politique, dans un syndicat, dans un mouvement social, qui va au-delà de la simple adhésion. On peut aussi s'engager dans des associations, pardon. En France, en 40 ans, le taux d'engagement associatif a augmenté de 4 points. Mais ces associations sont rarement politiques. Qu'est-ce que la consommation engagée? Un moyen non conventionnel de s'engager, c'est la consommation engagée. C'est des pratiques de consommation basées sur l'engagement politique, comme pas acheter Chine, tout ça. On a le boycott et le boycott. S'engager ou ne pas s'engager, est-ce un calcul rationnel? Vous montrerez le paradoxe de l'action collective. Selon Olson, personne n'aurait intérêt à s'engager, car il y aurait plus de coûts que d'avantages à s'engager. Les personnes auraient plus d'intérêt à être passagers clandestins, c'est-à-dire de juste ne pas s'engager et participer aux manifestations en faisant n'importe quoi sans prendre les risques. Mais il y a quand même de l'engagement. Alors pourquoi? Ce qui pourrait expliquer, c'est l'incitation sélective. Quand on s'engage, on a des avantages pour les individus, enfin du coup, voilà. Ou les rétributions symboliques, c'est toujours des avantages, mais cette fois-ci, ils sont pas matériels, ils sont immatériels. Comme Cédric Héron, genre il a eu un avantage symbolique parce qu'il a aidé des migrants à passer la frontière. Un dernier élément qui favorise ou non l'engagement politique, c'est la structure des opportunités politiques. On a 4 éléments qui comptent. C'est l'ouverture du système politique, le degré de stabilité des alliances politiques, le relais stratégique du gouvernement et la capacité des institutions à répondre aux protestataires. Partie numéro 2, quels sont les principaux déterminants de l'action collective? Vous montrerez que la catégorie socio-professionnelle et le niveau de diplôme sont des déterminants importants. Plus le niveau de diplômé et ou l'origine sociale est élevé, plus le vote est systématique. En conséquence, on a des députés quasi toujours fils de cadres, etc. Donc ce n'est pas représentatif. Plus les capitaux hérités des parents sont élevés, plus ils sont capables de faire... Enfin, ils vont s'engager politiquement, pardon. Vous montrerez que l'effet de l'âge, de la génération et du sexe sont importants. L'effet de génération, c'est les anciennes générations les plus respectueuses du système de vote, elles ont plus de cohésion de groupe, tout ça, comme des militants marxistes, et les nouvelles générations sont plus individuelles, plus décentrées, et ce n'est à ne pas confondre avec l'effet de l'âge, mais en gros l'effet de l'âge, c'est on constate que les gens de plus de 60 ans ont plus tendance à voter Macron que les gens plus jeunes, c'est un effet de l'âge. Et l'effet du sexe, c'est par exemple la division sexuelle des tâches. Les hommes la plupart du temps et dans le temps, de par le patriarcat, tout ça, plus l'habitude de voter que les femmes, et par exemple, comme c'est les femmes qui souvent s'occupent des gosses et de la cuisine, tout ça, elles ont pas forcément, entre gros guillemets, le temps de, de s'engager, alors que les hommes, eux, le prennent plus. Partie numéro 3, quelles sont les transformations de l'action collective? Vous montrerez qu'une transformation des enjeux a eu lieu. On constate qu'avant il y avait des valeurs matérialistes, qu'il y a eu des valeurs ensuite actuelles post-matérialistes. Avant les 30 Glorieuses, on privilégiait la croissance économique, la lutte contre l'inflation et la sécurité. Après coup, on privilégiait plus la qualité de vie, la liberté d'expression et la satisfaction des citoyens. Ça, c'est c'est les valeurs post-matérialistes. Et selon Engelhardt, ça s'appelle la transition entre les deux, il y a eu une révolution silencieuse qui a eu lieu après la guerre, tout ça, tout ça. Vous montrerez les nouveaux enjeux des mobilisations des années 70. On a les NMS, nouveaux mouvements sociaux, on peut aussi citer les nouveaux mouvements, mouvements des chômeurs et des sans-papiers, et des mouvements plus récents de nos jours, le mouvement BLM et la lutte LGBT. Vous montrerez quelles sont les évolutions pour les acteurs et les répertoires de l'action collective. On observe une plus grande diversité d'acteurs et de moyens de l'action collective. Il y a de plus en plus d'acteurs qui s'organisent d'une manière différente. On a les gilets jaunes, plein d'autres. Enfin, voilà. On a Act Up qui faisait, j'ai oublié comment ça s'appelle, je crois, Sit Up, un truc comme ça. En gros, juste ils s'asseyaient et ils manifestaient, et c'était assez frappant. Ensuite, on a l'évolution des répertoires d'action politique en France. On a le local au début patronné, de 1650 à 1850. Ensuite, on a le national autonome, de 1848 à 1980. Et aujourd'hui, on a le transnational solidaire, j'arrive pas à lire, solidariste, je crois, depuis 1980. Des moyens d'action inégalement utilisés, on constate que 70% des gens ont déjà signé une pétition, ce qui est bien, pas forcément, mais
40% des gens ont participé à des manifestations, et seulement 7% sont venus s'exprimer publiquement face à des médias pour partager leur engagement politique. Et un dernier moyen, c'est attirer l'attention pour convaincre. On va prendre l'exemple de la Joconde qui s'est fait asperger par des militants écologistes, je crois. Voilà, un truc récent.